Maintenant, dans cette deuxième partie de cette rencontre du début du mois de juin 1982, j'ai une question de 100 000 à poser à Bernard. On appelle ça comme ça parce que ça veut dire que ça implique beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'être humain qui a évolué sur la Terre depuis des milliers d'années est arrivé à un moment donné où il atteint une certaine forme de maturité, soit biologique et par conséquent spirituelle ou mentale, où on se rend compte qu'il atteindra un nouveau dispositif mental qui lui permettra soit de faire de la télépathie, de la télékinésie, du dédoublement contrôlé dans l'astral, d'échanger même ce qu'on appellerait de l'empathie, c'est-à-dire des états émotionnels qui appartiennent à un autre pour pouvoir mieux le guérir ou pour pouvoir mieux le comprendre. Mais c'est à ce moment-là que depuis des milliers d'années aussi, des êtres sur le plan mental qui lui envoyaient par l'énergie intelligence, en sachant ses faiblesses émotionnelles et son ego qui transforme toujours les choses, lui envoyait certaines pensées que lui pensait être à lui personnelles. Tout ça, on en a un petit peu puis pas mal parlé dans la première partie de la soirée. Toujours est-il que ces êtres qui sont sur le point d'atteindre la forme de maturité mentale deviennent très intéressants pour ces intelligences et ces manipulateurs de pensée, qu'il faut absolument qu'ils ne perdent pas la main mise sur l'homme. Et pour ne pas perdre la main mise sur l'homme, au moment où la transformation humaine l'amènera sur un nouvel horizon mental, c'est de lui faire oublier tout ce qu'il pourrait découvrir rapidement pour qu'il ne se centre que sur une chose, pour qu'après on puisse continuer à jouer avec lui. Il devient capable de semer. Il devient capable de l'orgasme sexuel. Il devient capable d'un orgasme supramental. On va lui dire qu'il doit se servir de cette énergie-là que de telle façon, sachant qu'évidemment, on le prive de tout le reste qui lui aurait donné toute liberté. Et alors, un porte-parole sert à ces intelligences pour mystifier par le verbe, stigmatiser par le personnage, donc le vécu semblable entre tous les hommes, les masses, de façon à ce qu'ils répondent essentiellement à cette volonté de ces intelligences de maintenir la mainmise sur l'évolution de l'homme. Et ma question de 100 000 Bernard de Montréal, encore une fois, pourquoi êtes-vous quasi incapable de nous parler du rôle de l'homme, de lui vers, et toujours nous parler de cette intelligence, de cet extérieur, que l'homme, à cause de tous ces champs d'énergie émotifs, le pire esprit, l'ego, tout est dans le problème, c'est dans l'homme. Puis tout va arriver d'en haut, quand ça sera le temps, comme ça sera le temps. Mais comme si dans l'homme, il n'y avait pas d'énergie. Alors qu'il y a d'autres maîtres qui, eux, travaillent sur l'autre côté. Mais ces maîtres-là, lorsqu'ils parlent des petits oiseaux, là, comme tu disais, c'était comme amusant, intéressant. Mais je vous prie de me croire que Saint Ignace de Loyola, pour lui, ça n'a pas été amusant et intéressant sa vie, des petits oiseaux. Et puis que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça n'a pas été intéressant, les petits oiseaux. Puis j'irais même plus simplement que ça, avec un Yuri Geller ou un Jean-Pierre Girard qui tordent des barres d'acier ionisé. Parce que, eux, en dedans d'eux, ils agissent sur l'extérieur, sur l'environnement. Ils transforment l'état interne de la matière. Non pas par l'intelligence, mais par l'énergie qui vient du cœur et qui est subjective et qui est une énergie polarisante. Parce que Bernard nous parle toujours de ce qui rentre dans l'homme, mais il ne nous parle jamais de ce qui va sortir à l'autre bout. Et ce qui sort à l'autre bout,
c'est ce que l'homme en fait de cette intelligence. C'est bien beau de nous dire qu'est-ce qui va arriver, mais qu'est-ce qu'il en fait? C'était tout mon exposé de 100 000 $. Bon. Il faut séparer l'évolution de l'homme en deux parties. Il y a une évolution chez l'homme qui sert ou qui a servi à la formation de l'ego, qui exprime une subjectivité chez l'homme, avec tout son matériel mental, émotionnel. Bon. Il y a une autre partie de l'évolution qu'on appelle l'évolution propre, où il doit y avoir fusion entre l'homme et l'universel. Unification, unité. Alors, dualité dans l'unité, unité dans la dualité. Ce que l'homme, au cours de l'évolution, n'a pas réalisé, et qui a créé sa subjectivité, c'est que, de toujours, l'énergie contrôle les plans inférieurs de l'évolution. Ça a toujours été. Alors, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme incomplet a toujours été énergisé par des forces qu'on appelle la vie. Au cours de l'évolution, ces forces de vie correspondaient au caractère incomplet de l'homme. C'est-à-dire qu'au cours de l'évolution, les forces qui ont beaucoup affecté l'homme pour qu'il descende justement dans la matière, pour qu'il développe un ego, ces forces sont des forces astrales. Ce sont des forces inférieures aux forces de l'énergie de l'intelligence. Ce sont des forces qui ne font pas partie de la lumière, ce sont des forces qui font partie d'un monde inférieur. Et ce sont ces forces qui ont été responsables pour le développement chez l'homme de ce qu'on appelle la connaissance subjective, qui a été manifestée chez l'homme par le phénomène de la pensée. Dans la nouvelle évolution, l'homme, lorsqu'il sera capable d'aller au-delà de l'illusion de sa subjectivité. Autrement dit, lorsque l'homme aura compris le rapport entre ces forces anciennes qui ont dominé son évolution pour le ramener au monde de la mort, pour le ramener ensuite au monde de la vie, pour le ramener ensuite au monde de la mort, lorsque l'homme aura compris cette réalité, automatiquement, il commencera à prendre possession en lui de ces autres forces qui sont universelles, qu'on peut appeler les forces de la lumière. Et il se fera une fusion entre ces intelligences et l'homme. Dans le passé de l'homme, ce qui a créé sur la terre l'imperfection de l'évolution, ça a été le fait que l'homme n'a jamais parfaitement compris sa réalité. Dans le futur de l'humanité, lorsque l'homme comprendra parfaitement sa réalité, qu'il sera parfaitement unifié, comme il le désire d'ailleurs spirituellement et philosophiquement avec le cosmos. À ce moment-là, l'homme, après avoir été altéré dans son émotionnel et altéré dans son mental, pour qu'il se développe en lui une autre connexion avec laquelle ces forces peuvent se joindre à lui, parce que ces forces ne peuvent pas se joindre à l'homme sur le plan mental ou sur le plan émotionnel, elles sont trop puissantes. Alors, pour qu'elle se joigne à l'homme, il faut qu'elle se joigne sur le plan d'un esprit de l'homme qui est totalement développé, qu'on appelle pour le moment la conscience supramentale. Et lorsque l'homme aura vécu cette transformation qui mènera à la mutation de l'homme, l'unité entre l'homme et ses forces sera totale, et à ce moment-là, l'homme, étant dans la volonté, étant dans l'intelligence, et étant dans l'amour, connaissant et vivant de ces trois principes, au lieu de vivre de la subjectivité de ces trois principes, pourra manipuler ses énergies pour son bien-être sur la planète et créer une nouvelle civilisation. Tant que l'homme ne pourra pas intégrer ces trois principes universels dans sa subjectivité, autrement dit, tant qu'il n'y aura pas fusion entre l'universel et le planétaire, l'homme demeurera planétaire.
Et tant que l'homme demeurera planétaire, il sera dans la phase de l'involution et il sera manipulé par l'astral. Quand l'homme deviendra universel, il ne sera plus manipulé par l'astral, il sera en fusion avec l'énergie. Et la fusion avec cette énergie lui créera sa vraie identité, c'est-à-dire que l'homme sera complété dans sa multidimensionnalité. C'est-à-dire que son corps éthérique aujourd'hui, son double éthérique qui doit se décomposer après la mort, demeurera parce qu'il sera morontialisé par l'énergie. L'énergie descendant dans l'homme donnera à ce corps double, qui normalement devrait se répandre une fois de plus dans l'énergie indifférenciée, ce corps double deviendra un corps de lumière, deviendra un corps morontiel, et ce corps deviendra le corps avec lequel l'homme pourra se déplacer dans le temps et l'espace. Le corps astral aura changé, parce que le corps astral ne sera plus le siège de la subjectivité émotive de l'homme. Il sera l'extension dans la matière de son pouvoir sensoriel et permettra à l'homme de bien sentir et de bien comprendre et de bien aimer la matière. Mais non pas avec les émotions d'antan, mais avec l'intelligence nouvelle qu'il aura. Sur le plan du corps mental, ce sera la même chose. L'homme avant pensait, c'est normal, il a pensé pendant des siècles. L'homme n'aura plus à penser parce qu'il y aura fusion. Et pour que le corps astral, que le corps mental, que le corps éthérique de l'homme deviennent des principes neufs, c'est-à-dire des principes qui sont totalement en harmonie avec l'universel, il faut qu'il se développe en lui une conscience universelle. Lorsque la conscience universelle sera développée, elle commencera à descendre dans le mental humain, elle le rendra clair, elle descendra dans l'astral de l'homme et elle pourra y purifier ce corps astral, et elle descendra dans le corps éthérique, et au lieu que ce corps éthérique se détruise après la mort, il demeurera, il sera morontialisé, et l'homme commencera le nouveau processus de l'évolution qui l'amènera automatiquement à l'immortalité. Alors, le phénomène de l'homme ancien et le phénomène de l'homme nouveau, c'est un phénomène qui est totalement différent l'un de l'autre, parce que les lois sont différentes. Les lois de l'homme dans l'ancienneté sont des lois planétaires. Les lois de l'homme dans le nouveau cycle sont des lois cosmiques et universelles. Dans le temps ancien, l'homme était sous l'impression du libre arbitre. Dans le temps nouveau, l'homme aura rejeté le libre arbitre pour être libre. L'homme aura connu que le libre arbitre est simplement un perfectionnement très avancé de sa relation avec l'astral. Dans le siècle de demain, l'homme aura réalisé que être libre, c'est être parfaitement en harmonie avec l'universel, comme les petits oiseaux. Mais lorsqu'on parle des petits oiseaux et qu'on n'est pas encore dans cette conscience, automatiquement, on a tendance à spiritualiser notre conscience. Et on ne réalise pas que tant que l'homme est spirituel ou tant que l'homme est purement matériel, il n'est pas universel et que même son petit amour pour les petits oiseaux fait partie de son expérience, fait partie de sa sensibilité. Et un jour, il doit en arriver non pas à être seulement en amour sentimental ou spirituel avec les petits oiseaux, mais il devrait être capable, s'il le veut, d'entrer dans la conscience du petit oiseau. Alors, quand l'homme pourra entrer dans la conscience du petit oiseau, à ce moment-là, l'homme saura qu'est-ce que c'est être un petit oiseau. Mais si l'homme a simplement le sentiment spirituel du petit oiseau, c'est très beau, c'est très bien, mais ça fait encore partie de l'évolution. Un jour, l'homme doit être capable de rentrer dans la conscience animale. Parce que l'homme, l'esprit de l'homme étant plus haut en vibration que l'esprit des règnes inférieurs, automatiquement, il peut rentrer dans l'animal, il peut rentrer dans la plante, il peut rentrer dans les minérales. Et c'est ça l'homme universel. Tout ça, est-ce que ça va se produire en même temps que l'avènement de l'homme nouveau? Ça fait partie de l'homme nouveau. Ça commence petit à petit, c'est déjà annoncé, c'est déjà en évolution présentement, mais il faut comprendre que c'est en évolution. Et ça se fait de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus dans le monde, dans tous les pays du monde. Et après la fin du cycle, lorsque l'homme, à cause des événements de cycle, entrera en contact avec d'autres civilisations, le choc culturel sera très puissant et les hommes seront plus prêts à recevoir ou à entrer en contact avec des intelligences qui sont très avancées, au lieu de prendre ces intelligences pour des dieux et se mettre à genoux. Alors l'homme, à ce moment-là, étant dans son intelligence, pourra communiquer télépathiquement avec eux, travailler avec eux sur le plan éthérique, ou avoir des relations avec eux sur le plan matériel, et automatiquement, ces êtres serviront l'homme comme l'homme les servira. Ils serviront l'homme sur le plan de la science, comme l'homme leur apprendra les lois de l'amour. Mais les lois de l'amour que l'homme apprendra à ces êtres, ce n'est pas l'amour que nous avons des petits oiseaux.
C'est le principe de l'énergie de l'amour, comme le principe de l'énergie de la volonté, comme le principe de l'énergie de l'intelligence. Autrement dit, l'homme échangera avec ses êtres une science, qui est la science de l'amour, et eux échangeront avec lui la science de l'énergie. Parlez-nous donc de cette science de l'amour que l'homme pourra transmettre. Est-ce qu'il l'a déjà en lui? Non. Non. L'homme n'a aucune idée de la science de l'amour parce que l'homme est incapable de comprendre la conscience de l'atome. Pour avoir une idée de la science de l'amour, il faut d'abord être capable de se servir de son corps éthérique, non pas du corps astral, du corps éthérique, et d'entrer dans la conscience atomique. Alors, lorsque l'homme entre dans la conscience atomique, il est extrêmement près de l'intelligence de l'atome. Quand il est près de l'intelligence de l'atome, il connaît les lois d'adhésion, les lois de cohésion, les lois de contradiction, les lois de polarités, les lois d'infection et les lois de détermination de l'atome. Et lorsqu'il connaît ces lois, il peut travailler avec ces formes d'énergie et changer à volonté la nature de l'atome. Et quand il change la nature de l'atome, il impose sa volonté à l'atome. Comme il est dans l'intelligence, il impose à l'atome les lois de l'intelligence, les lois de l'harmonie, les lois de l'amour, les lois de la jonction et la loi de la disjonction. Quand l'homme sera capable d'imposer à l'atome les lois de jonction et de disjonction, l'homme pourra prendre n'importe quel élément sur le plan matériel et le transmuter à volonté. L'homme pourra faire une nouvelle matière. L'homme pourra composer de nouvelles matières. L'homme pourra interpréter le rôle de la matière dans la conscience humaine de l'animal et de la plante, qui ne doit pas servir pour l'homme et pour le surhomme, ainsi de suite. Alors, les lois de l'amour sont des lois qui font partie de la science de l'intelligence, mais appliquées au niveau des lois de la cohésion. Les lois de l'intelligence sont des lois de la perfection de l'énergie appliquées aux lois de l'organisation matérielle du système. Les lois de la volonté sont des lois qui font partie de l'organisation intelligente et de l'amour, de toute fonction créative dans le cosmos. Alors, ce sont des principes. Nous pensons, nous les hommes, à l'amour, à la volonté, à l'intelligence. On ne peut pas penser à l'amour, à l'intelligence et à la volonté parce que ce sont des principes de vie, ce sont des principes d'action, ce sont des principes de force, ce sont des forces et ce sont des unités d'infinité. Alors l'homme ne pourra pas comprendre les lois de l'infinité tant qu'il ne sera pas capable d'interpréter parfaitement les lois de l'énergie de la matière. Et lorsqu'il pourra interpréter les lois de l'énergie de la matière, à ce moment-là, il sera capable de comprendre les lois de relation qui existent entre l'amour, la volonté et l'intelligence. Et à ce moment-là, il n'y aura plus dans l'homme d'émotion, il y aura simplement dans l'homme l'activité parfaite de la triunité. De la triunité, non pas de la trinité, de la triunité de la conscience cosmique. Et lorsque l'homme sera dans la triunité de la conscience cosmique, il sera dans l'unité de la conscience parfaite. Ça, c'est l'homme de demain.